Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat avec au sommaire de ce 19 mars Gaza sous le choc après la reprise des bombardements israéliens. Nous étions en train de préparer le repas du Ramadan lorsque nous avons été surpris par des missiles. Nous ne savons même pas d'où ils tombaient. Où sommes-nous en sécurité? Personne n'est en sécurité. Où irons-nous? Qu'ils lâchent une bombe nucléaire sur nous, que l'on puisse enfin se reposer. Nous sommes épuisés par cette vie-là. Des centaines de morts, notamment des femmes et des enfants, qui marquent la fin de 2 mois de trêve. Pourquoi Benyamin Netanyahou repart-il en guerre contre le Hamas? L'organisation terroriste a-t-elle profité du cessez-le-feu pour reconstituer son armée? Donald Trump a-t-il autorisé le Premier ministre israélien à faire de nouveau parler les armes? Réponse dans 1 minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est un gros plan sur le chantier de l'A69 que je vous propose. Près de 300 millions de travaux déjà engagés, un tribunal administratif qui bloque tout au nom de la défense de la biodiversité. Est-ce la fin des grands projets? Faut-il changer la loi pour purger les recours avant de lancer la construction de nouvelles infrastructures? Le Tarn avait-il vraiment besoin de cette autoroute? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ces explosions en pleine nuit qui replongent les Gazaouis et les otages israéliens en plein cauchemar. Elsa Gavinet. Dans la nuit de lundi à mardi, les frappes israéliennes reprennent dans la bande de Gaza. 436 morts en 48 heures selon le ministère de la Santé du Hamas. La rupture du cessez-le-feu est définitivement actée. Le Hamas doit comprendre que les règles du jeu ont changé et que s'il ne libère pas tous les otages restants sur le champ, les portes de l'enfer vont s'ouvrir. La stratégie divise et plusieurs manifestations anti-gouvernementales éclatent à Jérusalem et Tel Aviv. 58 personnes, dont 24 encore vivantes, sont toujours retenues par le Hamas. Des familles d'otages accusent Benyamin Netanyahou de vouloir sacrifier les captifs pour se maintenir au pouvoir. La pression militaire est indispensable à la libération d'autres otages. La frappe militaire sur le Hamas et la libération de nos otages ne sont pas des objectifs contradictoires, ce sont des objectifs qui sont liés l'un à l'autre. Et désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu. La reprise des combats permet au Premier ministre de reconstruire sa coalition avec l'extrême droite. Moins de 24 heures après la rupture de la trêve, Itamar Ben-Gvir, allié vital de Benyamin Netanyahou, réintègre le gouvernement. Opposé au cessez-le-feu, la reprise des combats était la condition de son soutien. Le gouvernement doit adopter un budget avant la fin du mois, le 31 mars, faute de quoi des élections anticipées seront convoquées. Pour s'assurer le soutien de la droite, Netanyahou était prêt à relancer la guerre. À court terme, il s'agit de la stabilité du gouvernement. À plus long terme, cela semble indiquer que ce gouvernement ne permettra aucun accord stable pour l'avenir de Gaza. Dimanche, le Premier ministre israélien lance une procédure de renvoi contre son chef du renseignement intérieur, déclenchant une crise institutionnelle sans précédent. Mardi matin, Benyamin Netanyahou devait comparaître devant le tribunal de Tel Aviv pour 3 affaires de corruption. L'audience a été annulée. Une question se pose, la guerre est-elle un écran de fumée pour étouffer la crise politique à laquelle il fait face ? La fuite en avant de Netanyahou, c'est le thème de notre débat avec le général Olivier Kempf. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Patricia Lémonière, bonsoir. Bienvenue Patricia, grand reporter spécialiste des relations internationales. Vous publiez Au cœur du chaos, c'est aux éditions Artaud. Armin Arifi, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, bienvenue à vous. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, bonsoir et bienvenue bonsoir. Mathieu. Comment qualifiez-vous, général Kempf, cette reprise des bombardements de la part de Benyamin Netanyahou? Quel est son objectif? Votre reportage a tout dit. C'est d'abord une affaire de politique intérieure, de très court terme, de moyen terme, et de toute façon, il n'y a pas de long terme avec Netanyahou. Et d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire de politique, je dirais, extérieure, ou même l'objectif militaire qui soutiendrait un objectif politique, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'objectif militaire à Gaza, là? Il n'y a pas d'objectif militaire, et surtout, quand vous faites la guerre, vous avez des objectifs militaires pour servir des objectifs politiques. Oui. Et Netanyahou n'a proposé aucune solution possible à la question gazaoui, à la question palestinienne au sens large. Donc finalement, c'est une impasse. Ce Premier ministre fait la guerre parce qu'il ne sait faire que ça, qu'il n'a pas d'autre solution.
Patricia Lemonnier, avait-il finalement accepté ce cessez-le-feu un peu à contre-cœur, Benyamin Netanyahou? Alors, ce qu'il est ressorti, c'est qu'effectivement, il y a eu une certaine torsion du bras du Premier ministre israélien lorsqu'il a eu cette rencontre de dernière minute avec Witkoff, qui était venu le voir, l'envoyé spécial. Donc, émissaire américain. Émissaire américain, homme d'affaires, mais aussi manager, enfin bon, quelqu'un qui n'est pas un diplomate, mais qui sait gérer les rapports un peu difficiles. Donc, tout le monde, à ce moment-là, a effectivement dit ce que Biden avait mis en place, mais n'avait pas réussi à mettre en place, eh bien, Witkoff et Trump l'ont fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ça, Benyamin Netanyahou n'est pas passé à la phase 2. De cet accord qui avait été fait, qu'on peut appeler cessez-le-feu, n'est pas passé à la phase 2. Et justement, l'émissaire américain est revenu et à ce moment-là a proposé une autre option en disant, bon, on va faire un cessez-le-feu numéro 2, ou bis, si vous voulez, en disant que durant cette phase, qui durerait pendant le Ramadan et jusqu'au Pâques juives, eh bien, on libérerait un peu certains otages, une douzaine ou 14, je n'ai pas le chiffre exact, et on vous rendrait des dépouilles. Le Hamas a dit non. Nous, on s'en tient à la première chose qui a été négociée. Et à partir de là, s'est enclenchée la rhétorique. Mais au-delà de ce qui est rhétorique, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est est-ce que Trump voulait vraiment que ce cessez-le-feu-là soit accepté? Pensait-il qu'il allait être accepté? On peut se poser des questions parce que il y a 8 jours, je crois, il a accepté de reprendre massivement la livraison des bombes sur Gaza en disant si rien ne se passe, eh bien c'est le déluge de feu. On en reparlera évidemment de la relation entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump, l'aval donné par Trump à ces frappes israéliennes, mais peut-être si on essaye d'imaginer ou de justifier, j'emploie ce mot avec énormément de guillemets, un objectif militaire, qui était visé par ces frappes? Armin Arifi, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des chefs du Hamas qui ont été visés, qui ont été tués? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ou pas? Oui, il y a eu des cadres du Hamas, 3 du Hamas, 1 du djihad islamique. Parmi les cibles visées du Hamas, il y avait le chef du gouvernement, si on peut encore parler de gouvernement, du Hamas à Gaza. Il y avait également celui qui est considéré comme le chef du ministère de l'Intérieur. Donc oui, il y a eu des cibles militaires, mais il y a également... c'est toujours la question de la proportionnalité. La proportionnalité, aujourd'hui, c'est clair. 4 cibles du Hamas et du djihad islamique pour plus de 436 morts. Ça fait 100 victimes civiles, donc une majorité de femmes et d'enfants, pour un cadre du Hamas éliminé. Donc, c'est ça la proportionnalité. Et effectivement, il n'y a pas de proportionnalité, alors que, il faut le rappeler, Benyamin Netanyahou est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais visiblement, fort du soutien total de son allié américain et de Donald Trump, il a les coups des franches pour relancer la guerre comme il le souhaite, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le monsieur le général l'a dit, pour des raisons avant tout de politique intérieure. Alors justement, sur la politique intérieure, je viens vous entendre, Patricia Lemonnier. Pourquoi était-il en danger, Benyamin Netanyahou? Alors, il y a plusieurs éléments. J'ai envie de dire, il y a l'élément purement judiciaire, puisqu'il a ses procès pour corruption, enfin, je schématise, ses procès pour corruption, et le jour même où les opérations étaient déclenchées, il était attendu pour trois chefs d'accusation. Donc, effectivement, et ce jour-là aussi, et ça c'est le deuxième volet, il y avait une grande manifestation, et là c'est dans ce coup le mécontentement d'une partie de la population, une grande manifestation qui était appelée par le Forum des familles pour manifester le mécontentement vis-à-vis de Benyamin Netanyahou qui ne s'intéressait pas assez aux otages. Donc il est pris entre deux tenailles, effectivement, une érosion de sa popularité, puisqu'il était devenu populaire avec la guerre, avec le Liban, donc une érosion massive de sa popularité, une opposition qui se reconstitue quand même, et puis des chefs d'accusation très sérieux, et la dernière menace, c'est l'enquête que réclament même l'armée et même les services de renseignement intérieur, une enquête indépendante sur le déclenchement du 7 octobre. Il y a ces trois menaces qui pèsent sur lui, et évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous, la reprise des hostilités avec le prétexte qu'on choisit, est pour lui une fuite en avant, mais dans quelque chose qui est logique, d'autant plus logique que l'un des durs qui était sorti du gouvernement, Ben Gvir,
retourne au gouvernement et donc lui donne une assise. Tout ceci est imbriqué. Vous parliez de renseignements, de commissions d'enquête sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Benjamin Netanyahou a limogé le chef du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien. On écoute le Premier ministre. J'ai éprouvé un manque de confiance constant à l'égard du chef du Shin Bet, une méfiance qui n'a fait que croître au fil du temps. En raison de ce manque de confiance, j'ai décidé de proposer au gouvernement la fin du mandat du chef du Shin Bet. Olivier Kempf, oui, c'est ça. Vous êtes en train de dire le 7 octobre, c'est de la faute du c'est pas moi, chef du Shin Bet et pas Netanyahou. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours. Mais il y a un débat intérieur. On est là encore dans les histoires de politique intérieure. Il y a un débat intérieur. Pourquoi est-ce que le 7 octobre est arrivé? Parce qu'on commence à savoir qu'il y avait finalement des rapports de renseignement intérieur qui étaient montés. On ne sait pas jusqu'à quel niveau. Je parle sous votre contrôle, mais on ne sait pas si c'est arrivé jusqu'au Premier ministre ou pas, si le Premier ministre Netanyahou l'a bloqué ou pas. Mais toujours est-il que la notion de surprise, maintenant, on sait que cette surprise, on aurait pu l'éviter. Et donc, il y a tout un débat sur la question du renseignement. Et donc, quand il dit « j'ai pas confiance », c'est une façon aussi de se disculper, de renvoyer la faute chez quelqu'un d'autre, de dire « c'est les techniciens qui n'ont pas fait ». Vous comprenez bien, si ça avait été moi, bien évidemment, j'aurais pris les mesures, j'aurais déclenché l'alerte et il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Donc c'est là encore de la politique intérieure. Vrai ou fausse, je veux dire, les arguments, on n'y croit pas, ça c'est autre chose, mais c'est de la politique intérieure. Avec Armin Harifi, toujours sur la question du renseignement, donc il y a ce rapport du Shin Bet lui-même qui fait une sorte d'autocritique, mais dans ce rapport, il y a aussi la politique de Netanyahou qui était pointée du doigt, c'est ça ? Bien évidemment, la politique du gouvernement et donc du gouvernement Netanyahou, on sait aujourd'hui que pendant une décennie, le Premier ministre, soucieux de diviser les Palestiniens et d'affaiblir l'autorité palestinienne, interlocuteur légitime de la communauté internationale et d'Israël, a autorisé, a poussé même au financement par le Qatar du Hamas dans le but affiché d'obtenir la paix, en tout cas une paix relative, non pas la paix dans le conflit israélo-palestinien, mais la paix au sein du territoire et vis-à-vis d'Israël, et non la création d'un État palestinien. Et donc cette politique, elle était assumée à l'époque, elle est connue de tous. Elle a été autorisée par Netanyahou, elle a également été autorisée par les États-Unis jusqu'à ce qu'elle se retourne contre Benjamin Netanyahou. Donc, alors ça ne retire rien, évidemment. Enfin, personne n'oublie autour de cette table. La responsabilité, c'est celle du Hamas qui décide de mener cette attaque, qui est une attaque monstrueuse, bien évidemment, mais à l'époque, bien évidemment, mais à l'époque, la menace pour Benjamin Netanyahou, c'est le Hezbollah à la frontière nord d'Israël, c'est la République islamique d'Iran, parrain du Hezbollah, mais également du Hamas. Du Hamas, ce n'est pas le Hamas. Il ne pense pas Yahya Sinwar, aujourd'hui éliminé, capable de tromper la vigilance israélienne. Maintenant, il faut quand même voir que depuis, au cours des quelques derniers mois, ont été limogés le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui était là au début de la guerre à Gaza, a présenté sa démission le chef d'état-major Halevi, aujourd'hui le chef du Shabak, donc le Shin Bet, les services de sécurité intérieure. Il ne reste plus que Netanyahou qui est vent debout envers et contre tous pour rester au pouvoir, mais c'est une position extrêmement intenable. Certes, il avait bénéficié d'un regain de popularité après ses succès, notamment contre le Hezbollah et contre l'Iran lors des attaques réciproques, attaques représailles contre la République islamique d'Iran. Mais aujourd'hui, on voit très bien que ces deux objectifs affichés, la réduction militaire du Hamas, il n'est pas arrivé, et surtout les otages. Toutes les négociations, toutes les libérations qui ont eu lieu ont été conclues lors de cessez-le-feu, pas pendant le combat. Or, c'est contradictoire avec ce qu'il annonce en ce moment. On en parlera des otages, mais Mathieu, je veux bien vous dire, il y a deux, si on reste sur la situation politique de Benjamin Netanyahou, il y a deux arguments qui sont assez intéressants à développer. La question de sa popularité et de ce que donnerait une élection, et puis il y a aussi une histoire de budget. Je veux bien que nous parliez de la popularité. Il y a eu un sondage publié la semaine dernière à la demande d'une chaîne de télévision et qui a montré que si des législatives se tenaient aujourd'hui, ça serait la catastrophe pour Benjamin Netanyahou et pour le Likoud notamment, qui perdrait jusqu'à un quart de ses sièges, alors que la gauche remonte. Et c'est ça aussi la surprise. La gauche remonterait. Elle ne serait pas la seule, puisqu'il y a aussi le parti de Naftali Bennett, notamment, qui serait évidemment en force. Mais c'est un sondage qui est très inquiétant d'un point de vue politique, et toujours dans cette situation politique, telle que la décrivait Patricia tout à l'heure, il y a la question du budget. Il faut voter le budget 2025. Eux aussi, ils sont en retard, j'ai envie de dire. Ça arrive à d'autres pays que nous. Et ça se joue la semaine prochaine.
Et il y a un problème dans la coalition avec les ultra-orthodoxes qui demandent que la question, vous savez, de l'exemption du service militaire pour les gens de la communauté orthodoxe soit confirmée et qui menacent de ne pas voter le budget, d'où la nécessité aussi de faire des appels du pied à l'extrême droite et de faire revenir l'ancien ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et ses troupes et son parti pour renforcer un peu la coalition. Alors, il y a cet élément-là. Et puis, Patricia, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle le Qatargate. Donc, ça rejoint un peu les soupçons de corruption dont vous parliez. De quoi on parle? C'est l'entourage de Benyamin Netanyahou qui est soupçonné d'avoir touché de l'argent du Qatar, c'est ça? Sa femme est très ciblée dans les affaires de corruption. Donc, on a autour de Netanyahou 2 ou 3 affaires où il y a des éléments qui prouveraient qu'il y a eu détournement et dans une autre affaire, un enrichissement. Donc, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Donc, si vous voulez, effectivement, il ne veut surtout pas que cette affaire explose parce que c'est sa famille même personnelle qui est directement visée. Au-delà de l'homme politique, c'est quand même, ça montre un système qui est parfois qui est proche d'une mafia un peu familiale. Donc effectivement, ça entache complètement sa crédibilité, mais je crois qu'au-delà de ça, Benyamin Netanyahou est habité. Et ce n'est pas qu'un homme qui se bat pour se maintenir au pouvoir dans un contexte de corruption. Il est habité par une croix, une croyance, excusez-moi, j'y arrive pas, une croyance au grand Israël. C'est-à-dire que depuis tout le temps, il a baigné dans une famille, son père portait cette idéologie d'Israël qui doit aller jusqu'à la mer et du côté du Jourdain, au-delà, s'y affinité. Donc un Gaza sans Palestiniens. Et un Israël sans Cisjordanie, le grand, c'est ça. Et c'est un nationalisme religieux très profond qui l'habite et qui, effectivement, ne fait pas bon ménage avec l'homme corrompu et qui s'accroche aux affaires. Mais je crois que chez lui, il y a un vrai désir, une vraie volonté politique d'en finir avec la question palestinienne. Oui, alors justement, on va ouvrir un chapitre plus spécifiquement consacré au Hamas. Armin Arifi, est-ce qu'elle a profité, cette organisation politico-terroriste, de ces 2 mois de cessez-le-feu pour reconstituer son armée, sa force de frappe, recruter, etc., etc. Alors, il y a une lettre qui a été diffusée en Israël par l'ancien chef d'état-major de l'armée, Gadi Eisenkot, qui a fait partie du gouvernement d'union nationale, ou plutôt du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou au début de la guerre, avant d'en démissionner avec fracas, et qui s'alarmait du fait que, d'après lui, le Hamas et le djihad islamique avaient reconstitué leur puissance. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même que ces 2 organisations, notamment le Hamas, sont considérablement affaiblies de 1 an et demi de bombardement israélien, qu'ils ne sont plus en mesure de réaliser un nouveau 7 octobre, si l'on peut dire. Preuve en est, ils n'ont pas réagi avec des tirs de roquettes depuis 48 heures et la reprise des hostilités décidées par Netanyahou. Ils le font assez vite. Ils le font quasiment tout le temps et ils l'ont fait avant la trêve, au cours des 1 an de guerre qui l'ont précédé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à recruter, et on sait qu'ils ont recruté des milliers de jeunes veufs, de jeunes orphelins qui, dans ce chaos qu'est Gaza, n'avaient plus aucun moyen de subsistance et ils sont même venus auprès de familles, venus proposer de l'argent en échange de jeunes. Donc en ce sens, oui, comme l'avait dit l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken du temps de la fin de l'ère Biden, oui, ils ont réussi à reconstituer 20 à 30 000 hommes. D'ailleurs, ce sont ces hommes que l'on aperçoit d'après l'armée israélienne, s'approcher de plus en plus de leur position autour de Gaza depuis l'annonce du cessez-le-feu. Mais maintenant, est-ce que, comme je le disais au départ, est-ce que le Hamas constitue une menace importante pour l'État d'Israël? Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Mais c'est l'organisation qui contrôle de fait ce territoire. Je veux bien vous entendre là-dessus. Mathieu. Juste, ils ont encore des armes? Oui, bien sûr, ils ont encore des armes, ils n'ont pas d'armes lourdes, ils ont beaucoup moins de roquettes et leurs chaînes de production ont été attaquées et ne sont plus en mesure de les faire. Mais bien sûr qu'ils ont encore des armes et surtout, ils refusent de les rendre. Maintenant, il ne faut pas oublier... Attendez, je vais faire en sorte que tout le monde ait la parole. Général Kempf, sur les armes, sur le recrutement, peut-être aussi sur les prisonniers qui ont été libérés. Est-ce qu'ils sont venus réintégrer les rangs du Hamas? La question, elle est ouverte. Hein, je ne sais pas, j'attends.
sur prisonniers, j'ai aucune information. Une armée, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr des hommes, c'est des armes, c'est des munitions, et puis c'est une organisation. Les hommes, je suis assez d'accord avec vous, compte tenu du chaos et des souffrances endurées par la population gazaoui, à mon avis, le recrutement, ça s'est fait, et donc même si on a perdu 10 000 combattants à la suite des frappes, les 10 000, ils sont revenus. Est-ce qu'ils sont entraînés, est-ce qu'ils sont au niveau, etc. Je ne sais pas, mais en tout état de cause, en quantitatif, à mon avis, c'est revenu à avant. En qualitatif, il faudra probablement un peu de temps. Première chose. Deuxième chose, sur les armes, et je suis assez d'accord avec vous, je pense qu'il y a un étiolement. Pourquoi? Parce que d'abord, Israël a cassé un certain nombre de tunnels, on le sait. Tunnels par lesquels arrivaient un certain nombre de choses. Ensuite, l'aide humanitaire a quand même été très contrainte. Or, il y avait un détournement de cette aide humanitaire qui était transformée pour partie des choses tout à fait anodines. Je veux dire, des tuyaux de canalisation qui étaient transformés en tubes à mortier, pour faire simple. Donc ça arrive moins. Et puis probablement que les Égyptiens doivent plus ou moins fermer le robinet à l'entrée et l'accès à la bande de Gaza. Donc sur les munitions et les armements, je suis d'accord avec vous, à mon avis, le dispositif est restreint. Cela étant, l'obstination des Israéliens devrait inciter, je pense, les parrains tacites, objectifs, discrets, appelons-le comme on veut, du Hamas qui sont de l'autre côté de la frontière, de réouvrir probablement les canaux de façon à redonner une capacité de résistance. Après, vous avez un aspect d'organisation, et là on arrive à la frontière entre le militaire et le politique. Est-ce que le Hamas est politiquement affaibli à la suite d'un an et demi de guerre ? Oui et non. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais je suis persuadé que d'une certaine façon, comme c'est les seuls qui sont sur place, c'est eux qui finalement continuent à incarner la résistance. Tout le monde dit le Hamas c'est une organisation militaire. Non, une organisation militaire et politique. Il faut jamais et terroriste. Et terroriste. Oui, mais il faut le mettre dans la phrase. Et d'ailleurs, c'est l'organisation militaire qui est considérée comme terroriste, et l'organisation politique, tout le monde fait attention, parce qu'il y a un moment, il faudra peut-être discuter avec eux. Mais alors déjà, Israël ne veut pas. La discussion, le pouvoir de Netanyahou. Bah si, la discussion, les Américains l'ont eu, semble-t-il. Il y a eu des échanges entre l'envoyé spécial qui s'occupe des otages pour le président américain, et il a eu des discussions avec le Hamas. Mais moi, pour être souvent allé à Gaza et pour avoir en fait mesurer la force de la chape de plomb. Enfin, c'est-à-dire que le Hamas, effectivement, il y a cette dimension militaire, mais il y a aussi cette dimension, j'ai envie de dire, politique. C'est eux qui gèrent tous les aspects de la vie, c'est-à-dire de la distribution de vivres aller aux études des enfants et qui suivent ce qui se passe à l'UNRWA. Enfin, ils ont mis il y avait une structure de domination presque des mentalités, j'ai envie de dire aussi, parce que celui qui osait s'opposer... Moi, j'ai rencontré des ex-membres du Fatah. C'est un pouvoir. Il n'y a pas eu d'élection depuis combien d'années Depuis 2007, qui n'osaient pas d'ailleurs, s'exprimer. au passage, les dernières, c'est eux qui les ont gagnées. Voilà. Oui, je sais, mais bon, voilà, il y a une question de, est-ce que c'est un pouvoir, j'en sais rien, dictatorial, enfin, vous voyez... En tout cas, c'est un pouvoir éminemment prégnant, et ce qui fait que le moindre opposant et qui osait émettre une idée n'osait pas, même à nous qu'elle soit enregistrée. Vous voyez. Donc il règne aussi par la peur. Il avait peur de se retrouver, de basculer dans le vide un jour en regardant ce qui se passait. Donc ça, c'est un élément important. Néanmoins, le Hamas représente toujours le seul organisme qui permet de libérer des otages. Oui. Il fait sortir 2000 Palestiniens quand même des prisons israéliennes. Il n'y a pas un autre groupe qui arrive. Et donc ce qui explique qu'il est populaire en Cisjordanie. Alors je vous propose quand même d'entendre, parce qu'évidemment les frappes israéliennes, elles ont été dénoncées par de nombreuses chancelleries un peu partout dans le monde, par la France également. On écoute Emmanuel Macron, c'était avant un entretien avec le roi de Jordanie, le roi Abdallah II. Il renvoie dos à dos Benyamin Netanyahou et le Hamas. Nous appelons de nos vœux une cessation permanente des hostilités et une libération de tous les otages. Une politique inhumaine d'otages n'a jamais assuré ni victoire militaire ni victoire politique. Le Hamas a été vaincu et a contribué au désastre le plus grave qui se soit abattu sur les Palestiniens depuis 1948. Il se retrouve dépourvu du parrain qu'il avait poussé au crime du 7 octobre. L'axe de la résistance est aujourd'hui une illusion. De même, il n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza, pas davantage que la colonisation, l'annexion ou le déplacement forcé n'offrent d'issue au traumatisme du 7 octobre. Il faut simplement retrouver le chemin
une solution politique. Et ces éléments sont aujourd'hui sur la table. Bon, le Hamas a été vaincu, on peut en débattre, mais a contribué au désastre le plus grave qui se soit abattu sur les Palestiniens depuis 1948. Armin Arifi, est-ce qu'une partie des habitants de la bande de Gaza en veulent aussi au Hamas ? Mais certainement qu'ils en veulent au Hamas. Alors après, ils ne peuvent pas le dire ouvertement. C'est extrêmement délicat suite à la chape de plomb qui existe et qui existe toujours en dépit d'1 an et demi de guerre. On ne peut pas se débarrasser comme ça, on ne peut pas éradiquer le Hamas comme le promet Benyamin Netanyahou, même s'il a été considérablement affaibli. Comme on le disait, c'est une organisation politique. Et c'est par ailleurs considéré comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, mais c'est aussi vu par une partie des Palestiniens comme une organisation, et d'ailleurs du monde arabe, de résistance. Oui. De résistance à quoi ? À l'occupation. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que Gaza, même s'il était contrôlé depuis 18 ans, même 19 ans par le Hamas, est considéré, selon les normes internationales, comme un territoire occupé, car Israël l'occupe au niveau de la terre, des airs et des frontières. Mais là, si on reprend les termes du président français, on a quand même un peu le sentiment que ni Netanyahou ni le Hamas n'ont intérêt à ce que le cessez-le-feu dure. Enfin, le Hamas, il faut aussi rappeler une chose, le Hamas a quand même respecté sa part du cessez-le-feu, c'est pas soutenir le Hamas que de dire ça, mais il a été conclu un accord, le Hamas devait libérer 33 otages, dont 5 corps, c'est ce qu'il a fait. Il était clair depuis le départ, et il l'a dit à ses alliés, Benyamin Netanyahou, qu'il n'y aurait pas de phase 2. La phase 2 devait voir le Hamas libérer les 52 otages, dont 25 sont encore en vie, et Israël se retirer des derniers axes qu'il contrôle, notamment le corridor de Philadelphie dans le sud du pays. Il en était hors de question, parce que c'est sa coalition qui en dépendait. Aujourd'hui, il y a 2 choses que Netanyahou ne veut pas, et ce sont 2 choses contradictoires. Il ne veut pas la fin de la guerre, car la guerre lui permet de rester au pouvoir. Il ne veut pas non plus entendre parler d'État palestinien, donc la fameuse solution politique qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron. Le problème, c'est que sans solution politique, il faut encore le dire, le répéter, il y aura d'autres crises, d'autres massacres, et il n'y aura pas de paix dans la région. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a quand même un plan arabe qui a été mis sur la table, qui prévoit un gouvernement indépendant de technocrates, certains, il faut rappeler peut-être, proches du Hamas, qui vise in fine à ce que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas prenne le pouvoir. Israël l'a rejeté. Israël, sur ce point-là, est sur une ligne qui est celle de l'administration Trump, à savoir d'expulser purement et simplement les Gazaouis. L'administration Trump. Patricia, un mot et ensuite on se tourne vers Mathieu. Oui, du coup, je suis partie dans ce que vous développiez et j'ai... Alors, on va parler de l'administration Trump et je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement israélien qui vante le partenariat avec le nouveau président américain. Au sujet du partenariat entre les États-Unis et Israël, la forte alliance entre nos 2 nations, entre Israël et les États-Unis, est plus forte que jamais. À ce titre, je peux confirmer que la reprise des combats intenses s'est faite en totale coordination avec Washington. Voilà, c'est très clair, Mathieu. Benyamin Netanyahou avait l'aval de Washington. Oui, la Maison-Blanche a confirmé qu'elle avait été consultée. Alors, là, les Israéliens disent totale coordination. Et de toute façon, la Maison-Blanche a expliqué aussi que le Hamas, entre guillemets, n'avait que ce qu'il méritait parce qu'il aurait pu choisir, disait-il, de prolonger le cessez-le-feu en libérant les otages et qu'il avait choisi, le Hamas, le refus et donc la guerre. Vous vous souvenez de Donald Trump qui avait promis l'enfer au Hamas si jamais il ne libérait pas les otages. C'est sûr que Benyamin Netanyahou ne s'est jamais senti pousser des ailes de telle façon. Il a dit de Donald Trump que c'était le meilleur ami à la Maison-Blanche que Israël avait jamais eu dans toute son histoire. Vous savez que ça a été le premier à le féliciter, le premier dirigeant étranger à être reçu à la Maison-Blanche. Il y a eu plein de signes. La Maison-Blanche avait, vous vous souvenez, levé les sanctions contre les colons, avait autorisé la livraison de bombes de 1000 kilos que Biden avait suspendues. Mais attention, parce que s'il y a un soutien indéfectible des États-Unis avec l'armée israélienne, les agendas des 2 présidents vont finir par se croiser. Parce que Donald Trump n'a aucune envie que cette affaire dure. Il n'a qu'une envie, c'est de stabiliser la situation au Proche-Orient, que ce soit sous forme de cessez-le-feu dans un premier temps, mais dans un processus de paix, parce que c'est un peu comme pour l'Ukraine. Oui. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir afficher... c'est le prix Nobel de la paix, dit-on, mais au-delà de ça, ce qui l'intéresse, c'est de se concentrer sur ce qui va se passer en Chine et avec la Chine dans le futur, donc c'est pas un futur proche, mais dans ses ambitions, il y a d'en finir au plus vite avec ce qui se passe au Proche-Orient. Alors, est-ce que c'est pas vraiment la priorité de Donald Trump, le Proche-Orient, Patricia Lemonnier? Oui,
Donald Trump est pressé, comme vous le dites. Et Alan Boehler, donc son envoyé spécial, quand il a discuté avec les gens du Hamas, je ne suis pas persuadée que Benyamin Netanyahou était au courant et était ravi. Même d'ailleurs, la réaction qu'il a laissé fuiter n'était pas montré son coup. Donc Trump, oui, mais il veut aller vite. Et donc pour aller vite, il n'est pas imprévisible. On sait qu'il veut la paix, il veut la paix par tous les moyens. Et alors, soit c'est effectivement chasser les Gazaouis et les mettre tous dans la mer, soit c'est faire en sorte que Netanyahou accepte finalement de cesser, d'arrêter de tirer. Mais moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que qu'est-ce qu'on va faire ? En général, c'est moi qui pose les questions. Je vous écoute. Excusez-moi, pardonnez-moi. Le président français dit oui, la solution à 2 États. C'est merveilleux, la solution à 2 États. Mais comment on va réagir, nous, les puissances occidentales, enfin, plus occidentales, maintenant on dit européens, puisqu'on a enlevé les États-Unis de l'Occident pratiquement. Qu'est-ce qu'on va faire quand Donald Trump va peut-être reconnaître l'annexion de la Cisjordanie? Souvenez-vous, le Golan, on n'avait déjà rien dit. Alors on dit, bon, on ne reconnaît pas, nous. Enfin, c'est bon, on ne reconnaît pas, mais il a mis la capitale à Jérusalem, il reconnaît le Golan, et maintenant il va reconnaître l'annexion de la Cisjordanie. Que font les pays européens et les pays arabes, hormis du déclaratoire? Comment force-t-on la situation? Comment arrive-t-on à imposer? Je crois que la solution, moi, viendra de l'intérieur. C'est les Israéliens qui forceront leur autorité. J'espère avoir le temps d'en parler aussi. Mais est-ce que vous faites la différence, Général Kempf, entre Donald Trump numéro 1, premier mandat à la Maison-Blanche, et celui d'aujourd'hui? Oui. Et pour appuyer sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a une sorte d'incertitude de Netanyahou vis-à-vis de Trump numéro 2. C'est-à-dire que d'abord Trump numéro 2 arrive beaucoup mieux préparé, quoi qu'on en pense. Il a un programme, il a une ligne d'action et il a des ambitions, et je suis assez d'accord avec vous sur l'ambition au Moyen-Orient, c'est-à-dire que son plan, c'est sur mes 6 premiers mois ou ma première année, je résous la crise en Ukraine, je résous le Proche et le Moyen-Orient, et donc l'Iran, en fait. En fait, pour Trump, Gaza, c'est une épine dans son sujet qui est d'abord un sujet iranien. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle frappe américaine qui ciblait les rebelles Houthis au Yémen, qui sont notre proxy de l'Iran. Et d'ailleurs, dans la conversation, excusez-moi, on va faire un grand détour. La conversation avec Poutine parle principalement de l'Ukraine, mais pas seulement de l'Ukraine. La conversation avec Poutine parle de dialogue nucléaire entre les 2 puissances, d'une part, quelque chose que les gens ne voient pas, mais qui est dans les discussions, et puis de la question de l'Iran, parce que Trump 1 avait annulé l'accord JCPOA, qui était l'accord technique de contrôle du développement nucléaire iranien, et il essayerait de reprendre langue avec les Iraniens pour sortir de l'affaire. Et il a besoin des Russes pour ça. Il a besoin des Russes. Mais donc, je veux dire, le jusqu'au-boutisme de Netanyahou est en train de gêner Trump. Parce que Trump, finalement, a envie de négocier avec les monarchies arabes et a envie de négocier aussi avec l'Iran. Et le jusqu'au-boutisme israélien est en train, aujourd'hui, de devenir quelque chose qui l'agace. Je reviens sur le grand Israël. Vous avez brodé, et donc allons jusqu'au bout des choses sur la question de l'annexion, certes de la Cisjordanie, mais regardez ce qui se passe aussi en Syrie. C'est-à-dire que vous parlez du Golan, mais le seul problème, c'est que les Israéliens sont allés en dessous du Golan, sont en train d'annexer plus ou moins partie du territoire russe, donc de faire ce que font les Turcs au nord de la Syrie, avoir leur nouvelle zone tampon. Et vous parlez du Grand Israël, tout le monde dit de la mer au fleuve en pensant que c'est le Jourdain. Non, ils peuvent aller. Dans la Bible, c'est jusqu'à l'Euphrate, et donc c'est jusqu'à la Mésopotamie. Et donc, ce qui se passe au-delà du Golan est important. Voilà, bref. Non, mais très bien, très intéressant. Je reviens sur finalement cette relation Trump-Netanyahou. C'est passionnant ce que vous venez de dire, mais ça peut sembler paradoxal, parce que là, on a au contraire le sentiment que Netanyahou se sent, comme Mathieu disait, pousser des ailes. Mais enfin bref... à les coups des franches. À les coups des franches, grâce à Donald Trump. Il a totalement les coups des franches. Oui. Le seul geste qu'il ait fait, c'est d'accepter le plan qu'il avait refusé à Biden, qui est exactement le même qu'il a accepté pour les premiers jours après l'investiture de Donald Trump. Moi, je dirais que sur les questions israélo-palestiniennes, il y a un
alignement aujourd'hui entre la droite et l'extrême droite israélienne et l'administration Trump. Mais ça ne va pas changer. On parlait tout à l'heure de l'annexion. L'annexion, elle va arriver. Aujourd'hui, le plan a même déjà été décidé. Et ça va nous mettre dans une situation terrible parce que ça va nous mettre, nous, l'Union européenne, premier partenaire de l'autorité palestinienne, dans un état d'illégalité. Et toutes les questions vont se poser par rapport à notre rapport à Israël, qui dépend de l'autorité palestinienne, etc. Aujourd'hui, il y a quand même sur le Proche-Orient la volonté de Trump de faire des deals, mais ce qui l'intéresse et ce qui intéresse également Benyamin Netanyahou, c'est la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et celle-ci n'est qu'une question de temps. Effectivement, avec la crise à Gaza, ça repousse cette échéance, car aujourd'hui, on voit mal MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite et véritable leader du pays, accepter de reconnaître Israël. Mais aujourd'hui, le but du prince héritier, c'est son programme, sa vision 2030, c'est le business comme Donald Trump. Ce n'est pas la question palestinienne. Donc, pour ça, il a besoin que la reviennent dans la région. Il a besoin d'un cheminement vers un début de processus qui ne mènera à rien sur la question palestinienne. Sur l'Iran, là c'est très intéressant parce qu'on a un paradoxe profond entre un Donald Trump qui ne veut pas de nouvelle guerre au Moyen-Orient et qui veut un deal avec l'Iran. Le problème c'est qu'un deal selon Trump c'est quoi? C'est une capitulation de la République islamique et pour l'instant on en est encore loin. Et dernière chose, il se heurte là-dessus à Benyamin Netanyahou et à Israël, qui veut profiter de l'affaiblissement terrible de la République islamique d'Iran pour lui régler son compte. Et régler son compte, c'est quoi? C'est frapper les sites nucléaires iraniens. Donc la question est de savoir qui de l'un ou de l'autre va réussir à tordre le bras. Est-ce que Trump va réussir à contraindre Netanyahou de se mettre de côté, de faire son grand deal avec l'Iran qui signalerait le retour de la République islamique? J'ai du mal à y croire. Ou est-ce que c'est Trump qui va réussir à entraîner Trump dans sa guerre avec l'Iran? C'est beaucoup plus probable, y compris cette année. Il faudra être très très vigilant là-dessus. On sera évidemment attentif. Dernier chapitre qui concerne les otages israéliens qui restent entre les mains du Hamas. La reprise des bombardements, c'est aussi évidemment l'espoir de les voir libérés qui s'effondrent. Écoutez cette manifestante à Tel Aviv. J'ai été horrifiée par la reprise des frappes sur Gaza. De nombreux otages qui sont revenus nous ont raconté ce qu'ils ont ressenti et ce qui s'est passé lorsqu'Israël a bombardé Gaza. Certains d'entre eux ont été tués à cause de ces bombardements. Par ailleurs, nous étions en train de les ramener. On aurait pu continuer. Patricia Lemonière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'intérieur que la chute de Benyamin Netanyahou pourrait venir? C'est-à-dire qu'on a évoqué le risque politique, le risque budgétaire, la question des alliances, la fragilité de sa majorité. Mais la rue israélienne, pour l'instant, elle est encore traumatisée, évidemment, par le 7 octobre, par les témoignages des survivants qui sont revenus, qui ont décrit leurs conditions de détention monstrueuses. Enfin, il y a tout ça qui pèse. Il y a deux choses. Il y a cet énorme traumatisme de la société israélienne et qui n'est pas prêt, à mon avis, de s'effacer et qui est lié à un sentiment profond d'insécurité qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas ce sentiment-là. On venait en Israël pour se protéger. Et qui nous protégeait, c'était nous, hommes et femmes citoyens militaires. Donc c'était toute une conception de l'armée qui nous garantissait, l'armée qui faisait partie de notre corps pratiquement, et qui nous protégeait. Là, il y a un sentiment qui est profond de trahison quand même par rapport à... Alors il y a ce sentiment de peur, de crainte, de trauma, et qu'il faut rester unis. Et parallèlement, il y a une espèce de sentiment de trahison vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Et c'est là, je pense, que peut se greffer ce mécontentement et cette solution qui permettrait effectivement une opposition dans le cadre d'élections. Mais l'opposition politique, pour l'instant, à Benyamin Netanyahou, c'est pas grand-chose, si vous voulez. Il n'y a pas de leader capable de relever le défi, selon moi, je peux me tromper, mais il n'y a pas de leader politique aujourd'hui capable de relever le défi auquel doit s'adresser Israël pour sortir de la situation. Il ne faut pas oublier qu'avant le 7 octobre, la société politique israélienne était en grave crise. Il y avait une élection quasiment par an. Il y avait des gigantesques manifestations justement sur la question de la corruption. De la corruption à l'origine, et donc est-ce que le Premier ministre allait pouvoir passer devant les tribunaux, etc. Et c'est pour ça que cette question des procès de corruption qui revient à l'ordre du jour, on a commencé le journal là-dessus, c'est important parce que ça revient sur l'espèce de normalité pré-7 octobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir deux phénomènes
qui se conjuguent. D'abord la question des otages, qui demeure malgré tout une pierre de division dans la société israélienne entre les soutiens de Netanyahou et ceux qui disent priorité aux otages, parce qu'il y a ce débat-là. Et puis ce débat plus ancien entre une opposition qui dit nous sommes un État de droit, nous sommes une démocratie, nous sommes la seule démocratie, et donc du coup on doit obéir la loi, et donc même le premier d'entre nous, notre Premier ministre, s'il est coupable ou s'il est préjugé coupable, s'il est prévenu, doit passer devant les tribunaux, avec d'énormes manifestations. Voilà quelque chose qui peut peut-être revenir, et je suis assez d'accord avec vous. Je ne dis pas que ça va advenir, mais si quelque chose peut changer en Israël, ce n'est pas une pression extérieure, ce n'est pas Trump. Trump pourra jouer, c'est probablement une dynamique politique intérieure. Oui, on a quand même aujourd'hui un fait tangible. On voit, on a la preuve que le sort des otages dont la suite et ceux qui sont encore en vie, les 25, auraient pu être libérés en cas de passage en phase 2, n'est pas la priorité de Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, quand même, les familles d'otages s'en rendent compte, et même au-delà. Quelque chose quand même qui me frappe dans ces manifestations, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur la fusion entre les revendications pour les retours des otages et les revendications politiques contre Netanyahou et son projet de réforme contestée de la justice. Il y a quand même une question que l'on entend peu en Israël, en raison notamment du traumatisme du 7 octobre, c'est le sort des Palestiniens. Or, le sort des Palestiniens, à mon sens, est complètement intriqué avec la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de solution pour les Palestiniens, Israël ne sera pas en sécurité. Il serait bien mais est-ce qu'ils peuvent accepter un Hamas toujours puissant dans la bande de Gaza? Ils ne peuvent pas. Le problème, c'est que... Bien sûr qu'ils ne peuvent pas. Mais le problème, c'est que... Mais il y a quoi comme alternative, quoi? Oui, il n'y a pas comme alternative. Mais vous souvenez-vous que... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la paix avec le Hamas, mais il faut se souvenir quand même de l'histoire. Pas Abou Mazen, mais Abou Ammar, donc Yasser Arafat, a longtemps été considéré comme un terroriste par Israël, puis il a reconnu l'État hébreu et il a fait la paix avec Yitzhak Rabin avant que le Hamas et Benyamin Netanyahou s'abordent la solution à des États et les accords d'Oslo. Donc il faut que la question palestinienne est importante pour les Israéliens, non pas pour leur bien, parce qu'aujourd'hui ils se détestent plus que jamais, mais comme le dit d'ailleurs Yair Golan aujourd'hui, le leader des travaillistes du Parti des démocrates, les successeurs, il faut une séparation, c'est la seule solution. Et qui dit séparation entre les deux peuples, dit un État palestinien. Mais il faut un leader qui entraîne le peuple d'Israël, parce qu'il y a un vrai traumatisme, il y a une vraie haine, il y a des choses... Et donc, il faut qu'il retrouve confiance en quelqu'un qui leur propose un projet. Pour l'instant, il n'y a pas de politique assez forte. Et on a bien vu dans toutes les manifestations hantées du 7 octobre que la question palestinienne, dans les manifestants qui manifestaient contre la réforme de la Cour suprême et de la justice, en quelque sorte, la question palestinienne était abordée par une extrême petite... Parce que Netanyahou, justement, l'avait fait oublier pendant 20 ans. Il a réussi à faire disparaître ce problème, non pas dans les territoires palestiniens, mais en Israël. Ça a arrangé tout le monde aussi dans la région. On peut élargir jusqu'à l'Arabie Saoudite, etc. Surtout l'Arabie Saoudite. On ne parle plus des Palestiniens. Enfin, l'armée israélienne existait toujours, et des jeunes soldats israéliens allaient toujours en Cisjordanie et savaient ce que c'était que la question palestinienne. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Et l'occupation israélienne. Et l'occupation. Donc, voilà. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Patricia Lémonière, le titre de votre livre Au cœur du chaos. C'est publié aux éditions Artaud. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Public Sénat.